Un avion non immatriculé à 9000 mètres d'altitude. Génial. Un autre héros en devenir. La radio de l'escadron Rafale grésillait tandis qu'il se rapprochait du petit avion civil qui volait silencieusement dans les nuages. Ils activèrent des signaux d'alerte, se préparant à l'atterrissage forcé. Mais lorsque la voix de la femme résonna sur la fréquence de communication, toute la formation se figea instantanément. Qui était-elle? Et pourquoi un seul nom à la radio avait-il fait taire le ciel? De quelle ville regardez-vous cela aujourd'hui? Restez pour les histoires vraies où les légendes silencieuses laissent même les avions de chasse figés. Le capitaine Lena, fantôme faucon, Monroe, 39 ans, ancienne pilote de l'armée de l'air, était devenue une légende grâce à un indicatif qui résonnait encore dans les milieux de l'aviation militaire. Il y a 10 ans, lors d'une opération classifiée qui n'eut officiellement jamais lieu, Lena avait sauvé à elle seule tout son escadron d'une destruction certaine. Les détails restaient enfouis dans des dossiers secrets, mais son indicatif fantôme faucon était devenu une légende murmurée parmi ceux qui savaient. Après sa démobilisation, Lena avait restauré son avion personnel, un élégant L-39 Albatros qu'elle utilisait pour ses vols d'essai civils et ses voyages en avion. Voler avait toujours été pour elle plus qu'un simple moyen de transport. C'était un lieu de méditation, de liberté, le seul endroit où le poids de son passé lui semblait supportable. À 9000 mètres d'altitude, elle coupa la musique, ne laissant que le ronronnement régulier du moteur. C'était le seul endroit où elle se sentait vraiment libre, séparée des souvenirs et du bruit du sol. Un léger sourire apparut sur ses lèvres, tandis qu'elle contemplait l'immensité des nuages s'étirant vers l'horizon. À cette altitude, le ciel n'appartenait à personne et à tous. Pas de frontières, pas de politique, pas d'attente. Juste elle, l'avion et l'immensité bleue qui l'avait toujours comprise mieux que quiconque. Soudain, le voyant radar de son tableau de bord se mit à clignoter en rouge vif. Lena fronça les sourcils et vérifia ses instruments de navigation. Elle avait suivi son plan de vol approuvé, respectant les couloirs civils standards, mais le GPS indiquait que sa position chevauchait un espace aérien militaire réglementé, une zone qui n'était pas indiquée sur ses cartes lorsqu'elle avait déposé son plan de vol ce matin-là. Maudite mise à jour bureaucratique, marmonna-t-elle en attrapant sa radio pour contacter le contrôle aérien. Avant qu'elle puisse transmettre, son écran radar s'illumina, plusieurs contacts approchant à toute vitesse. Très vite, 3 points se rapprochant du nord-est à des vitesses supersoniques. Des avions militaires ayant jugé par leur signature et leur vitesse. Son rythme cardiaque s'accéléra légèrement, non pas par la peur, mais par la sensation familière d'une conscience tactique qui s'installait. À travers sa verrière, elle les repéra. 3 rafales d'assaut en formation parfaite, leur profil anguleux et furtif fendant le ciel tels des requins métalliques. De magnifiques avions, devait-elle l'admettre, le summum de la technologie de supériorité aérienne. Ils venaient vers elle. Le rafale de tête se positionna à côté de son aile gauche, suffisamment près pour qu'elle puisse voir le casque du pilote à travers la verrière. Formation d'interception professionnelle. Procédure standard pour les avions non identifiés en espace aérien réglementé. Sa radio crépita, signalant une transmission entrante sur la fréquence d'urgence. Avion civil non identifié. Ici l'escadrille Viper, armée de l'air et de l'espace. Vous êtes en violation d'espace aérien réglementé. Veuillez accuser réception des instructions et vous y conformer immédiatement. Lena jeta un coup d'œil au pilote de Rafale qui encadrait son appareil. Jeune, confiant, des machines volantes valant plus que ce que la plupart des gens gagneraient en une vie. Ils n'avaient aucune idée à qui ils avaient affaire. Elle aurait pu réagir immédiatement, expliquer l'erreur de navigation, demander des vecteurs pour sortir de la zone réglementée. Mais quelque chose dans leur ton, ce mélange particulier d'arrogance et d'autorité propre au pilotage de l'avion de chasse le plus avancé du pays, la fit s'arrêter. Laissons-les jouer leur jeu un instant. Laissons-les ressentir le poids de leur supériorité. Elle avait été là où ils étaient autrefois, jeune et certaine que la technologie et l'entraînement la rendaient invincible. Le temps leur apprendrait, comme il l'avait elle-même appris, que le ciel finit par humilier chacun. Mais aujourd'hui, c'était elle qui allait leur enseigner. Lena tendit la main vers son micro radio, mais ne l'activa pas encore. Pas encore. Laissons la tension monter encore un peu. Après tout, les meilleures leçons étaient celles qu'on ne voyait pas venir.
Voyez pas venir. À la radio, la voix d'un jeune pilote de Rafale grésillait, avec un amusement à peine dissimulé. On dirait que grand-mère joue à Top Gun aujourd'hui. Lena ne répondit pas. Elle secoua légèrement la tête. Toujours la même attitude, pensa-t-elle. Certaines choses ne changent jamais dans l'aviation militaire. Une autre voix, plus grave mais tout aussi condescendante, résonna sur la fréquence d'urgence. Avion civil non identifié. Ici l'armée de l'air française. Réduisez l'altitude et changez de cap immédiatement, sinon nous utiliserons la force. Sur les écrans tête haute des pilotes de Rafale, les supports de ciblage étaient verrouillés sur le L-39 de l'ENA. Le bip continu des systèmes d'acquisition de cibles emplissait leur cockpit comme des battements de cœur électroniques comptant à rebours avant l'engagement. Le lieutenant Jacques Viper Morel, le jeune pilote qui avait fait la remarque de grand-mère, communiqua sa communication interne à son ailier. Incroyable! Une guerrière du dimanche se croit capable de naviguer dans un espace aérien restreint comme si elle était chez elle. Vous avez probablement acheté ce vieux simulateur à une vente aux enchères de surplus, répondit Viper 2. Ces pilotes civils regardent quelques films et se prennent pour des pilotes de chasse. Regardez ça. Morel esquissa un sourire narquois en revenant sur la fréquence d'interception. Madame, je ne sais pas quel fantasme de Top Gun vous vivez, mais ce n'est pas un terrain de jeu. Vous allez apprendre pourquoi les amateurs ne devraient pas jouer avec les grands. Le troisième pilote, Viper 3, intervint. Ce vieil albatros est probablement sa place dans un musée. Comment fait-il pour tenir le coup à cette altitude? Lena écoutait chaque mot, la mâchoire légèrement crispée. Elle avait déjà tout entendu. À ses débuts dans l'armée, quand les femmes pilotes étaient encore une nouveauté, lors de ses déploiements au combat, quand ses collègues masculins remettaient en question ses capacités, lors de la mission secrète qui avait fait d'elle une légende pour ceux qui connaissaient la vérité. Mais ces jeunes pilotes ne connaissaient pas la vérité. Ils ne voyaient que ce que leur expérience limitée leur permettait de voir. Un vieil avion civil piloté par quelqu'un qu'ils prenaient pour un amateur. Ils ignoraient que la femme dont ils se moquaient totalisait plus d'heures de combat que tout leur escadron réuni. Ils ignoraient qu'elle avait inventé les tactiques aériennes qu'ils apprenaient probablement encore à l'école de pilotage. Ils ignoraient que leur propre manuel d'entraînement contenait des techniques qu'elle avait développées au combat. L'ironie était presque amusante, presque un avion civil. La voix de Morel portait une pointe d'impatience. « Voici votre dernier avertissement. Vous avez 10 secondes pour obéir, sinon nous vous escorterons jusqu'au bout. » Les systèmes de visée des 3 Rafales étaient verrouillés et prêts. Leurs doigts planaient sur des boutons de largage d'armes qu'ils n'auraient jamais besoin d'actionner, mais la pression psychologique était indéniable. Lena regardait le Rafale de tête à travers sa verrière. Elle voyait le casque du pilote, probablement un génie fraîchement sorti de formation avancée, aux commandes d'un appareil qui coûtait plus cher que le budget de défense de la plupart des nations. Elle se souvenait d'avoir été si jeune, si sûre d'elle, si dédaigneuse de tout ce qui ne correspondait pas à sa définition étroite de la supériorité aérienne. Ce n'est que lorsque la tension fut à son comble, lorsque les jeunes pilotes furent convaincus de leur domination totale sur ce civil venu s'immiscer dans leur domaine, que Lena prit enfin son micro. Sa voix, lorsqu'elle parvint à la radio, n'exprimait ni peur, ni défensive, ni excuse, juste une assurance calme et professionnelle. Escadron Viper, ici le capitaine Morrow, indicatif d'appel Fantôme Faucon. La fréquence radio tomba dans un silence absolu. Le bip continu des systèmes d'acquisition de cibles cessa brusquement, comme si quelqu'un avait coupé l'alimentation de tous les appareils de la formation. Le sourire confiant du lieutenant Morel disparut instantanément. Ses mains tremblaient légèrement sur ses commandes, tandis que les implications de cet indicatif le frappaient comme un coup physique. « Attendez », a-t-elle dit. Sa voix se brisa lorsqu'il activa sa communication interne. « Fantôme Faucon » comme le fantôme faucon des histoires. La voix du Viper 2 n'était qu'un murmure. C'est impossible. Fantôme Faucon est une légende. Le fantôme a sauvé un escadron entier pendant l'opération... Comment s'appelait-elle? Opération Faucon Noir. Viper 3 respirait. Mais c'était classifié. Comment le savons-nous? L'instructeur de Morel lui avait raconté l'histoire lors de son entraînement d'avancée, la lui avait murmuré. Vraiment? Parce qu'officiellement, cela n'était jamais arrivé. Un seul pilote, largement en infériorité numérique,
qui avaient utilisé des tactiques si brillantes et pilotées avec une précision telle qu'elles avaient redéfini les limites du combat aérien. Le pilote qui avait transformé une défaite certaine en victoire légendaire. Le pilote dont les techniques étaient encore enseignées dans les écoles de pilotage avancées, même si son nom n'était jamais mentionné dans les archives officielles. Le pilote dont l'indicatif d'appel était devenu synonyme d'impossible. Et elle pilotait seule ce vieil Albatros L-39 à 9000 mètres d'altitude, comme si c'était un jour comme les autres. La voix du chef d'escadron de Morel résonnait sur la fréquence de commandement, aiguë, imprégnée d'autorité et proche de la panique. À toutes les unités Viper, désengagez-vous immédiatement. Répétez, désengagez-vous et maintenez une distance respectueuse. Les 3 rafales, quelques instants auparavant prêtes à abattre ce qu'ils pensaient être un pilote amateur, se dispersèrent alors en formation d'escorte avec le respect réservé aux dignitaires et aux légendes. Pas de coup de feu, pas de manœuvre agressive, juste un nom prononcé à voix haute. Et le ciel entier dut se taire, car certains indicatifs ont plus de pouvoir que des escadrons entiers. Qu'est-ce qui a le plus de poids? Une formation d'avions de chasse moderne ou un nom murmuré avec respect de génération en génération? Commentez l'indicatif si vous croyez que la véritable autorité ne réside pas dans les armes, mais dans la personne qui les manie. Le silence dura près de 30 secondes, une éternité en termes d'aviation. Puis la voix du commandant d'escadron de Morel coupa la fréquence aiguë avec une autorité proche de la panique. À toutes les unités Viper, c'est le contrôle. Reposez-vous immédiatement. Je répète, à toutes les unités, repliez-vous et maintenez la formation d'escorte. Monsieur, la voix de Morel se brisa légèrement. Confirmez que nous avons affaire au vrai fantôme faucon. Affirmatif. Viper en tête. Vous êtes en présence d'une légende vivante. Agissez en conséquence. Morel sentit son monde basculer. Tous les pilotes de l'armée de l'air française connaissaient des bribes de l'histoire de Fantôme Faucon, transmises par chuchotement dans les salles de préparation et conversation à voix basse lors des entraînements avancés. Mais les archives officielles étaient si secrètes que la plupart des gens pensaient qu'il ne s'agissait que d'un mythe militaire de plus. La voix du centre de contrôle résonna à nouveau, s'adressant directement à Léna. « Fantôme Faucon, ici le centre de contrôle du Mont Gris. Veuillez nous excuser pour l'interception. Votre mise à jour de plan de vol n'est pas parvenue à temps à notre secteur. Vous êtes autorisé à poursuivre votre route avec toutes les honneurs. Contrôle négatif. » La voix de Léna était calme, professionnelle. « Pas besoin d'escorte, je peux me débrouiller tout seul ici. » Mais la curiosité de Morel l'avait emporté sur sa gêne. Il passa sur une fréquence privée, généralement utilisée pour les communications entre pilotes lors des exercices d'entraînement. « Madame Captain Morrow, ici le lieutenant Morel, je vous dois des excuses pour mes commentaires précédents. Excuses acceptées. Lieutenant, on a tous été jeunes et stupides en altitude. Madame, si je peux me permettre, Opération Faucon Noir reste vraie? Qu'est-ce qu'on raconte de ce que vous avez fait? » Léna resta silencieuse un long moment. Elle parlait rarement de cette mission, même à ceux qui étaient au courant. Mais quelque chose dans la voix du jeune pilote, une curiosité sincère mêlée à un respect nouveau, la fit reconsidérer. « Qu'est-ce qu'on raconte exactement, lieutenant? » Morel jeta un coup d'œil à ses ailiers, qui s'étaient mis en formation lâche autour d'eux. Il savait qu'ils écoutaient sur la radio. « On dit que vous avez sauvé un escadron entier alors que vous étiez 12 contre 1, que vous avez utilisé des tactiques inédites, que vous avez transformé un certain massacre en une victoire si complète que l'ennemi ne s'en est jamais remis. Et que disent-ils d'autre? Que vous l'avez fait aux commandes d'un avion déjà obsolète au début de la mission, que vous avez été blessé, mais que vous êtes resté au combat pendant 40 minutes. Que vous, Morel hésita, avez sauvé 78 vies alliées ce jour-là. » Les mains de Léna se crispèrent légèrement sur les commandes. Le chiffre était exact. Elle ne l'avait jamais oublié. 68 pilotes et membres d'équipage rentrés chez eux grâce aux décisions qu'elle avait prises en l'espace de 40 minutes terrifiantes. Les détails sont classifiés, lieutenant, mais je vais vous dire ceci. Face à l'impossible, la technologie ne vous sauve pas. L'entraînement aide, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui vous sauve, c'est de forcer l'ennemi à combattre votre combat plutôt que le sien. L'ailière de Morel, la capitaine Sarah Chen, intervint. « Madame, comment forcer un ennemi à combattre votre combat alors qu'il est 12 fois plus nombreux que vous?
Vous lui faites croire qu'il combat 12 de vos ennemis au lieu d'un seul. La simplicité de la déclaration flottait dans l'air, mais Morel comprenait la complexité qu'elle dissimulait. Il avait étudié les tactiques aériennes en profondeur, et ce qu'elle décrivait était théoriquement possible, mais presque suicidaire. La technique de l'escadron fantôme, souffla-t-il. Vous avez créé de fausses signatures radar pour leur faire croire qu'ils faisaient face à une escadre entière plutôt qu'à un seul appareil. Entre autres choses, confirma Lena. Mais la véritable leçon n'est pas une question de tactique, lieutenant. Il s'agit de comprendre que la supériorité ne réside pas dans le meilleur équipement. Il s'agit d'avoir un objectif clair et net. La voix du contrôle interrompit leur conversation. Fantôme Faucon, nous montrons 3 appareils supplémentaires demandant l'autorisation de rejoindre votre escorte. On dirait que la nouvelle s'est répandue sur qui se trouve dans notre espace aérien aujourd'hui. À travers sa verrière, Lena les voyait approcher. 2 Dassault Rafale F4 et ce qui ressemblait à un Mirage 2000 plus ancien. Des pilotes d'autres escadrilles, probablement des vétérans qui avaient entendu l'indicatif et voulaient partager le ciel avec une légende. « Remerciez-les, mais non, » répondit Lena. « Je préfère voler seul. »« Madame, » dit Morel, « avec tout le respect que je vous dois, vous n'êtes plus seul ici. Plus maintenant. » Il était vrai que sans aucune structure de commandement formel ni ordre officiel, les différents appareils avaient informé quelque chose d'inédit, une garde d'honneur improvisée pour un pilote dont les services n'avaient jamais été publiquement reconnus. Les Rafales maintenaient une formation parfaite autour de son L-39. Non plus prédateurs, mais protecteurs, les F-4 prenaient une position sur les flancs, leurs pilotes silencieux, mais présents. Même le vieux Mirage, probablement piloté par un pilote assez âgé pour avoir servi pendant les années d'activité de l'ENA, tenait sa position avec une précision militaire. Contrôle. La voix de Lena portait une note d'émotion qu'elle laissait rarement entendre aux autres. Informez tous les avions que Fantôme Faucon est honoré par leur escorte, mais ce n'est pas nécessaire. Madame, dit une nouvelle voix, plus âgée, plus bourrue, probablement celle du pilote du Mirage. Sauf votre respect, c'est nécessaire. Certains d'entre nous attendent depuis 10 ans, Jean, la chance de voler avec vous. Aujourd'hui pourrait bien être notre seule chance. Morel comprit ce que voulait dire le pilote plus âgé. Lena était un pont entre les époques, entre les débuts des femmes dans l'aviation de combat et la génération actuelle qui tenait les femmes pilotes pour acquises. Son histoire faisait partie de l'histoire militaire qui n'existait que dans les murmures et les dossiers classifiés. « Très bien, dit finalement Lena, mais c'est moi qui donne le rythme et l'altitude. Et messieurs, essayez ceux de suivre. » Elle inclina son L-39 pour une légère montée. L'avion d'entraînement obsolète entouré de certains des avions de chasse les plus avancés jamais construits. Il aurait dû paraître ridicule. Le vieil avion éclipsé par la technologie moderne. Au contraire, cela semblait tout à fait juste, la légende au centre, là où elle devait être, et l'avenir de l'aviation militaire apprenant de sa présence. Alors qu'il montait vers 35 000 pieds en formation parfaite, Morel réalisa qu'il vivait une expérience qui allait définir le reste de sa carrière. Il ne volait pas seulement avec Fantôme Faucon, il volait avec l'histoire elle-même. Lorsque le L-39 de l'ENA atterrit sur l'aérodrome civil, la nouvelle de la rencontre s'était répandue comme une traînée de poudre dans les médias militaires. En quelques heures, son téléphone vibra de messages de contact aéronautique dont elle n'avait plus eu de nouvelles depuis des années. Le commandant de la base aérienne du Mont-Gris appela personnellement pour l'inviter. « Captain Moreau, ce serait un honneur de vous entendre parler de notre programme de formation des pilotes. Ces jeunes aviateurs ont besoin d'entendre quelqu'un qui a vécu cela. » 2 jours plus tard, Lena se tenait dans une salle de briefing remplie de visages enthousiastes. Le lieutenant Morel, qui avait appelé sa grand-mère, s'assit au premier rang avec une curiosité sincère, remplaçant son arrogance initiale. « Qui peut me dire la différence entre voler et voler en combat ?» demanda-t-elle. Morel leva la main. « Madame, voler en combat, c'est s'entraîner sous le feu ennemi. C'est en partie vrai, mais l'entraînement suppose des scénarios prévisibles. Le combat bouscule les règles, fit-elle en désignant les démonstrations tactiques. Lorsque j'ai affronté 12 avions pendant l'opération Faucon Noir, aucun de mes entraînements ne m'avait préparé à ce qui s'est réellement passé. » Une jeune pilote demanda. « Madame, comment saviez-vous quelles règles enfreindre? »« On n'enfreint pas les règles, lieutenant. On les transcende. Il y a une différence entre le chaos et l'improvisation. Le chaos tue.
L'improvisation vous maintient en vie assez longtemps pour trouver des solutions. Le capitaine Chen de l'équipe Interception de Morel demanda « La technique de l'escadron fantôme, est-ce que ça s'enseigne ?» La technique peut s'enseigner, mais le jugement sur le moment opportun vient de la compréhension que parfois, l'impossible n'est qu'un autre mot pour dire non testé. La séance se poursuivit avec Lena, partageant des idées introuvables dans aucun manuel. Il ne s'agissait pas seulement de leçons tactiques. Il s'agissait de principes pour réfléchir sous pression et saisir les opportunités en situation de crise. À la fin de la séance, Morel s'approcha, nerveux. « Madame, je tenais à m'excuser à nouveau pour mes commentaires lors de l'interception. Lieutenant, vous avez vu un vieil avion et vous avez émis des hypothèses. C'est de la nature humaine, mais rappelez-vous, dans le ciel, l'expérience compte souvent plus que la technologie. » Chen les rejoignit. « Madame, volerez-vous à nouveau dans notre espace aérien? »« Je vole là où le ciel me mène, capitaine. Mais je soupçonne que nos chemins se croiseront à nouveau. » Ce soir-là, la base organisa une réunion informelle. Lena se retrouva entourée de 3 générations d'aviateurs militaires, d'anciens combattants qui se souvenaient de son service actif, de pilotes en activité qui la connaissaient de réputation et de jeunes stagiaires, apprenant ce que représentait son indicatif. La colonelle Patricia Hayes, commandante de la base, se leva pour s'adresser au groupe. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on nous a rappelé que les légendes ne sont pas que des histoires. Parfois, ce sont des gens qui partagent notre ciel et notre dévouement à quelque chose de plus grand que nous. » Elle leva son verre à Fantôme Faucon, dont nous étudions les techniques, dont nous suivons les principes, et dont l'exemple nous rappelle que le ciel appartient à ceux qui ont le courage de le revendiquer. Le toast résonna dans la salle, mais Lena remarqua quelque chose de significatif. Le regard des jeunes pilotes, non pas avec une adoration héroïque, mais avec un respect professionnel. Ils la voyaient telle qu'elle avait toujours été, une pilote qui avait affronté l'impossible et trouvé la solution. Alors que la soirée touchait à sa fin, Lena sortit pour contempler les étoiles. Le même ciel qui avait été le témoin de sa mission légendaire s'étendait à perte de vue, détenant des secrets et des histoires qui ne seraient jamais entièrement révélées. Demain, elle volerait à nouveau, non pas sous les traits de Fantôme Faucon, la légende, mais sous les traits de Lena Moreau, la pilote, perpétuant des traditions qui inspireraient la génération suivante à dépasser les limites du possible. Le ciel se souvenait de tout. Et maintenant, une nouvelle génération se souviendrait aussi. 6 mois plus tard, Lena se tenait devant une promotion de pilote de chasse expérimenté de l'École de l'air. Derrière elle, bien en évidence, était accrochée une photo de son L-39 Albatros entouré de la formation de Rafale de ce jour-là, à 9000 mètres d'altitude. « Qui peut me dire ce qui rend un indicatif légendaire ?» demanda-t-elle au jeune visage enthousiaste qui se trouvait devant elle. Un cadet confiant leva la main. « Madame, des compétences de vol exceptionnelles et des victoires au combat. » Lena secoua la tête. C'est ce qui fait la compétence d'un pilote. Un indicatif légendaire vient de quelque chose de plus profond. Elle se dirigea vers le hublot d'où il pouvait voir des avions modernes sur la piste. Rafale, Mirage 2000 et même quelques avions d'entraînement plus anciens comme son propre L-39. Dans notre monde moderne où le radar et la technologie dominent, certains noms peuvent encore faire taire des formations entières. Non pas à cause des avions qu'ils pilotent, mais à cause des principes qu'ils représentent. La salle était silencieuse. Il y a 6 mois, j'ai été traité de grand-mère jouante à Top Gun par des pilotes aux commandes d'appareils valant plus que les budgets de défense de la plupart des nations. Mais lorsque j'ai prononcé mon indicatif, ces mêmes pilotes sont devenus des gardes d'honneur. Elle s'est retournée pour leur faire face. Un indicatif n'est pas seulement une identification. C'est la réputation condensée en 2 mots. C'est chaque décision que vous avez prise, chaque risque que vous avez pris, chaque personne que vous avez sauvée, distillée en quelque chose qui vous définit à jamais. Une cadette au dernier rang a demandé « Madame, comment gagner un indicatif qui inspire un tel respect ?» « On ne le gagne pas en essayant de le gagner, » a répondu Lena. « On le gagne en oubliant son existence et en se concentrant sur la mission, en privilégiant les principes à la commodité, le courage au confort. » Elle a fait un geste vers la photo derrière elle. Ce jour-là, ces pilotes de Rafale n'ont pas salué mon avion. Ils ont salué ce que mon indicatif représentait, la volonté d'affronter l'impossible quand des vies en dépendaient.
À la fin de la cérémonie, un jeune lieutenant s'est approché d'elle. Madame, pensez-vous que les indicatifs auront encore de l'importance quand tout sera automatisé? Quand l'IA pilotera les missions? Lena réfléchit attentivement à la question. Lieutenant, la technologie évolue, les avions évoluent, mais le ciel aura toujours besoin de pilotes qui comprennent que parfois, l'ordinateur le plus avancé d'un avion est le cœur humain. Ce soir-là, Lena monta à bord de son L-39 pour le vol retour. Tandis qu'elle roulait devant des rangées d'avions de chasse modernes, elle parla doucement dans sa tour radio. « Ici Fantôme Faucon, je demande l'autorisation de décoller. Fantôme Faucon, vous êtes autorisé à décoller. Bon ciel, madame. » Alors qu'elle s'envolait vers le soleil couchant, Lena réfléchit à la vérité qu'elle avait apprise au fil de décennies de vol. Les légendes ne naissent pas de l'avion que l'on pilote, ni de la technologie que l'on maîtrise. Elles naissent des choix que l'on fait quand tout dépend de la réussite. Le ciel se souvient de tout. Chaque décision courageuse, chaque mission impossible, chaque instant où quelqu'un a choisi d'être plus que ce que son équipement lui suggérait. Le ciel peut changer, se dit-elle en s'élevant vers les étoiles. Les légendes ne changent jamais. Certains indicatifs s'estompent avec le temps. D'autres deviennent éternels, murmurés avec respect par des générations d'aviateurs qui comprennent que la véritable autorité ne vient pas du rang ou de la technologie, mais du courage d'être digne du nom que l'on porte. Abonnez-vous à Glennbox si vous croyez que les héritages discrets dominent toujours le ciel.